Oui. Moi, mon écriture, c'est Angèle Bernven, c'est Gaston Polefia, c'est Ferdinand Oyono, Guillaume Oyonombia, c'est déjà Mango Betty, c'est que des écrivains camerounais à la base qui façonnent mon écriture, ma forme et ma manière de voir. Je ne te dirais pas que Yaoundé sera pareil, mais je te dirais qu'il y a des portails sur le Fundi, que les Benus sont l'avant-garde de l'entrée dans le Fundi. Je te parlerai de Ngon, qui est la femme en langue fang, le moi et en même temps la lune de Yambassa, comme par exemple Pala Pala, qui vient par exemple du mot Gepala, qui veut dire le mauvais esprit, la tétutesse chez les Mbamois, après qui devient Pala Pala quand on dit que tu es perdu, et on intègre ça dans le pidgin, on dit la pamla, tu vois. Et de ce jour-là, jusqu'à ce que les compètes s'arrêtent, on réfléchissait pas à ce qui est premier, on cherchait qui est deuxième après Stone. Et quand je te dis qui est deuxième, c'est qu'il y avait Valsero, Eric Akam et plusieurs grands noms, tu vois. Je peux le dire et l'assumer que j'ai posé les bases de ce qui est le slam camerounais. Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu Davieya, c'est désormais ma signature. Je suis un homme ordinaire qui fait un métier extraordinaire. Bienvenue sur ma chaîne Les Podcasts de Mathieu. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel. Il s'appelle Stone Karim. C'est un slammer, c'est un poète, c'est un photographe. Nous allons discuter de beaucoup de choses. Je vous demande de vous accrocher. C'est parti. Bonjour Stone. Bonjour. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu et de venir sur notre plateau, les podcasts de Mathieu. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos nombreux spectateurs? Moi, c'est Stone Karim moi-même. Je suis poète, écrivain, photographe et chercheur en anthropologie. Entre autres. Ah, une description très brève. Quelles sont les activités de Stone au quotidien? On voit bien le poète, on voit le slammer peut-être, on voit le photographe. Je vis. Je vis. C'est mon activité quotidienne, je vis. Ça, c'est beaucoup de philosophie, je trouve. Ouais, peut-être. C'est ça qui est ça. Tu vois, je vis. D'accord. J'ai tenu à te recevoir aujourd'hui pour une émission spéciale. En fait, je voudrais qu'on discute avec... J'ai fait un parallèle. Tu me diras si ce parallèle-là tiendra en fonction du déroulé de l'échange. Je voudrais qu'on discute du slam comme étant un art éducatif. Alors, je veux d'abord savoir, toi, finalement, comment est-ce que tu es devenu slammer? Est-ce que c'est, comme certains le disent souvent, c'est le slam qui t'a appelé? Ou alors il y a eu des conjonctures spécifiques qui ont fait que tu t'intéresses à cet art? En fait, c'est... Comment je vais dire ça? On va dire, qu'est-ce qui n'est pas éducatif? Tu vois, parce que rentrer dans le slam comme art éducatif, je pense que tout dans la vie, bon, l'être vivant que je pense être, tu vois, c'est dit que tout dans la vie est éducatif, tu vois. Maintenant, comment je rentre dans le slam, dans quel slam encore? C'est parce qu'il y a... Voilà, je me suis jamais déjà réellement considéré comme un slammer. C'est-à-dire que j'ai fait un passage dans le slam qui a été bref, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps. À la base, j'écrivais, je chantais, je rappe, et puis c'est un genre artistique dans lequel je ne me retrouvais pas. Et puis comme mon instrument de base c'est le piano, je me suis amusé à déclamer des textes en jouant au piano. Et jusque-là, il y avait une forme de liberté créative à laquelle j'aspirais, que je ne trouvais pas. Du coup, je commence à déclamer en a cappella sur du balafon. Et un jour, je regarde une émission aux États-Unis et on parle de slam. Et j'avais jamais fait de scène, je faisais des trucs dans ma chambre. Je me dis, mais c'est ça que je fais. Du coup, j'ai donné un nom à ce que je faisais. J'ai inscrit ce que je faisais dans un cadre en me disant, ouais, ça c'est du slam, tu vois. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le slam, dans ce qu'on appelle le slam. Mais l'art oratoire en lui-même, déjà, je suis né avec une voix, une langue, des lèvres et une expression. Et juste qu'à un moment, j'ai décidé de mettre cette expression-là à la disposition de tout le monde. Tu vois. Maintenant, s'il faut parler du slam camerounais, quand j'arrive au Cameroun, quand je rentre au Cameroun en 2007, il y a déjà le slam. Tu vois.
Il y a déjà des gens qui font du slam. Donc ce que je peux dire, mon apport aura été au niveau de créer un slam camerounais. Parce que je peux le dire et l'assumer que j'ai posé les bases de ce qui est le slam camerounais, étant le seul slameur de ma génération qui n'avait jamais écouté de slam, qui n'écoutait pas les slameurs européens, parce que j'en connaissais pas. Moi, mon écriture, c'est Angèle Bernven, c'est Gaston Polefia, c'est Ferdinand Oyono, Guillaume Oyonombia, c'est déjà Mango Betty, c'est que des écrivains camerounais à la base qui façonnent mon écriture, ma forme et ma manière de voir, tu vois. Et c'est ça que je ramène dans un slam et que je transmets, que je partage avec d'autres jeunes, tu vois. Mais avant ça, c'est mon avis, hein, c'est pas une parole d'évangile, il y avait plus un hybride de slam français ou américain pour j'ai une culture anglo-saxonne, donc pour ceux qui écoutaient dans la partie anglophone, c'était le Def Jam Poetry par Mos Def, et dans la partie francophone, ça écoutait Rouda, Grand Corps Malade, et musicalement et lyricalement, ça reproduisait un peu de ça. Donc, voilà. Et tu as peut-être esquissé les éléments de réponse tout à l'heure. Est-ce que tu assumes donc aujourd'hui d'avoir été ce moteur-là, ce leader qui a impacté la grande génération qui t'a suivi et qui aujourd'hui a conquis l'univers médiatique camerounais en ce qui concerne le slam? Non seulement ça, j'assume. Parce qu'on m'a dit que c'est une question que tu n'aimes pas beaucoup. À un moment, c'est une question que j'aimais pas. C'est une position que je n'aimais pas prendre parce que on est dans une société où il y a une forme de symphonie d'ego où tout le monde veut être maître de tout mais responsable de rien, tu vois. Du coup, voilà, ça devient compliqué d'assumer quelque chose parce que par rapport à son ego, sa fierté, X ou Y se revendique la paternité de telle ou telle chose. Et du coup, pour pas frustrer les gens, mais aujourd'hui, 10 ans, je t'aurais donné une autre réponse, mais aujourd'hui, j'assume parce que, voilà, il ne faudrait pas faire de mon histoire un mensonge, tu vois. Et si je ne l'assume pas, qui donc? Mais ce que je pourrais ajouter, c'est que je ne suis pas seul dans ça, parce qu'il y a des gens qui ont posé des bases. Je ne suis pas arrivé dans un terrain vierge, où il n'y avait personne, et j'ai dit non, je crée un truc. Non, il y avait déjà des bases. Il y a eu Grave de Slam. La femme qui a vraiment donné l'impulsion, c'était une enseignante de français du lycée Fustel de Coulanges, qui va prendre un groupe de rap camerounais, Accent Grave, et ensemble créer le premier atelier, tu vois, qui va donner des slameurs comme Eben, comme Peter, tu vois. Et moi, je rentre dans cet atelier en tant que moniteur. Ça veut dire que je vais te raconter une anecdote là-dessus. J'arrive, il y a un festival des couleurs urbaines, première édition, et je demande à passer sur scène. On me dit bah écoutez, on a des ateliers là, il y a des slameurs qui sont passés, formés, et c'est eux qui vont passer. Je fais ok. Et un mois après ça, il y a des scènes slam. Donc quelques mois après, il y a des scènes slam qui se font. Et à l'époque, je fais les bacs d'un rappeur, je parle il y a 15 ans à peu près. Je fais les bacs d'un rappeur qu'on appelle One Love. Oui, j'assume ça, me feu. Donc je fais les bacs d'un rappeur qu'on appelle One Love. Et il y a une soirée slam, la première en grande pompe et tout, qui doit passer. Il y a donc des sélections pour ça. Je vais pas. Donc j'arrive à la soirée slam pour faire court. Le moniteur qui était le leader du groupe Accent Grave à l'époque, Rispo, il dit on veut des slameurs pour chauffer la scène en début comme dans une soirée slam classique. Et je me lève, j'y vais. Et quand j'arrive net là devant la scène, le gars il me fait oh, écoute, on va pas prendre de risques, hein. On a eu à former des slameurs là pendant les couleurs urbaines et tout, donc on va prendre, où sont mes petits, Senbi, Glasby, Peter et Ben là. Donc il appelle. Bon, écoute, un chat à Yaoundé. Heureusement, personne ne me connaît. Je suis devant la scène et on te dit on va pas prendre des risques, tu vois. Donc il appelle tous les gars, ça me permet de jauger un peu le niveau de la compète, tu vois. Et puis la soirée slam débute et on m'appelle en dernier. J'imagine. Avec l'affiche encore. Ouais, c'est toi Stone, c'est toi le petit qui m'a appelé toute la semaine là. C'est moi grand, tu vois. Sauf que je passe, tu vois, et j'enseigne à Yaoundé c'est quoi le slam camer, tu vois. Et de ce jour-là jusqu'à ce que les compètes s'arrêtent, on réfléchissait pas sur qui est premier, on cherchait qui est deuxième après Stone. Et quand je te dis qui est deuxième, c'est qu'il y avait Valsero, Eric Akam et plusieurs grands noms, tu vois.
C'était un peu ça, quoi. D'accord. Ça, c'est vraiment une histoire très intéressante. Pour moi, je pense effectivement qu'il faut restituer la vérité, il faut restituer ce type d'histoire. Parce que ça permet aussi aux générations de pouvoir s'inspirer, de savoir vers qui aller quand on veut se ressourcer, puiser ses bases. Moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ton art. Parce que quand je préparais cette émission, et même bien avant, j'ai essayé de regarder un tout petit peu tes spectacles. Et ce qui m'a effectivement donné cette idée, comme tu as dit, il n'y a rien qui ne soit vraiment pas éducatif, mais ce qui m'a vraiment donné cette idée de faire le lien, le rapport entre le slam et l'éducation, c'est parce que tu as fait une scène une fois où tu utilisais le langage des signes. Je crois que c'était en Allemagne, tu me diras si je me trompe de pays. Et ça m'a beaucoup marqué. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui a pu inspirer Stone à faire ce type de spectacle? En fait, comme je disais, j'utilise mon art en fait comme canal pour véhiculer un certain nombre de choses. Et moi, je ne fais pas de l'art pour divertir. Oui. C'est-à-dire que la prise de parole n'est pas faite pour divertir, sauf pour ceux dont la fonction est de divertir, tu vois. Moi, quand je ne sais pas parce qu'on a un texte à lire qu'on a des choses à dire. Oui. Tu vois, moi, ce que je dis des fois sur une scène ne se cache pas dans mes textes, c'est dans mes silences, dans mon regard, dans ma respiration. C'est là que se cache des fois le fond. Et maintenant, le langage des signes, c'est qu'on est en 2013 et je fais des recherches sur la créolisation. Okay. C'est un message que je passe à ce moment-là parce que je fais des recherches. Mon but, c'est de faire un slam que les sourds-muets et entendants en même temps peuvent écouter au même moment. Oui. C'est-à-dire comment réunir ce public-là dans le même box. Oui. Et à côté de ça, il y a un appel, c'est que les coûts pour le langage des signes sont extrêmement onéreux au Cameroun. Ça coûte vraiment cher. Ça fait que la créolisation, s'il faut le définir, c'est le phénomène par lequel les langues se transforment. Et une nouvelle langue naît, ou alors une langue souche se dissout dans un certain type de phénomène. Exemple, le type de créolisation, on a le pidgin pour les anglophones ou le camfranglais pour les francophones qui sont des créoles. Tu vois. Et la majeure partie de ceux qui signent au Cameroun parlent un langage de signes en forme de créole parce que c'est plus basé sur l'instant. C'est pour ça qu'ils font des signes. Ils essayent d'émettre des sons en parlant parce qu'ils n'ont pas assez de signes pour déclamer ce qu'ils voudraient faire. Donc moi, à ce moment-là, je fais un créole. C'est un hybride de langue de signes et d'autres trucs à côté pour symboliser ça dans un slam. Tu vois, pour en fait lancer un appel à une plus grande forme d'ouverture dans ce que j'appelle les communications intercélestes. Oui, effectivement. Et moi, ça m'interpelle cette façon de faire. Et finalement, je me dis, est-ce que c'est finalement pas un appel que Stone fait à prendre plus en compte les minorités? Parce que là, effectivement, on parle des personnes qui n'arrivent pas, à comprendre ce que tu dis quand tu émets de la parole. Et puis finalement, tu te retrouves dans ce processus de créolisation, de dire, je vais fédérer finalement les différentes couches et je vais aussi montrer à celles qui parfois n'arrivent pas à comprendre ce que je dis quand j'émets de la parole, que je peux aussi, par les signes, faire qu'elles soient interpellées par ce que je dis. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est pas vraiment cette idée-là qui te construit? Il y a un peu de ça, il y a beaucoup de ça, je vais le dire. Et je suis content que tu le vois. Après, il y a, comme je l'ai dit avant, je ne fais pas de l'art pour divertir. C'est-à-dire que mon rêve n'est pas d'être écouté au bar. Je prendrais certes des fois pour une insulte d'être écouté au bar, tu vois, parce que l'art a une fonction. Je ne vends pas le rêve. Je ne suis pas le gars qui va venir, le slammer qui va venir te dire dans mon texte que Yaoundé sera Paris. Déjà que ce n'est pas mon souhait. Mais j'ai la prétention de vouloir pousser les gens à s'adapter, à être en phase avec leur réalité. Ça veut dire que je ne te dirais pas que Yaoundé sera Paris, mais je te dirais qu'il y a des portails sur le Fundi, que les Beneux sont l'avant-garde de l'entrée dans le Fundi. Je te parlerai d'Ngon, qui est la femme en langue fang, le mois et en même temps la lune. Tu vois, des choses concrètes qui ont un impact direct sur nos vies, tu vois. Et maintenant, sauf que je vais banaliser le pire pour que ça paraisse digeste, tu vois, et rendre extraordinaire ce qu'on pensait n'être rien. D'accord. Stone, est-ce que finalement c'est uniquement
pour ce spectacle-là que tu as eu à apprendre le langage ici? Non. Il faut comprendre que le spectacle, l'extrait, c'est l'extrait d'une pièce que j'ai écrite qui s'intitule Passer la frontière du doute. Ok. Tu vois. Et dans Passer la frontière du doute, justement, je retrace, il y a un passé colonial, parce qu'on est dans le processus à l'époque on parle de décolonisation. Et à l'opposé de certains panafricanistes, moi j'émets des objections sur ce qu'on appelle en anthropologie la restitution, donc renvoyer des objets et tout. Donc ce spectacle, en fait, c'est une pièce. Ok. C'est un extrait de toute cette pièce-là que tu vois. Et donc, quand tu as appris le langage des signes? J'apprends le langage. Bon, je n'aurais pas la prétention de dire que je l'ai appris. J'ai appris quelques signes, pour être honnête, en 2013. Tu as fait l'extrait dure pratiquement 5 minutes et tous les 5 minutes, donc tu ne peux pas dire que... J'ai appris juste quelques signes, c'est tout. Et je l'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup de signes dans mon expression de tous les jours. Ok. Parce que dans ma manière dans mon déploiement, j'ai ce qu'on appelle la hiérarchisation du message. C'est-à-dire que l'idée pour moi est dans un message, dans une expression, de réunir plusieurs publics à des degrés de compréhension divers. Par exemple, dans un texte, je vais te dire que je vais prendre la voix d'un enfant qui est l'expression que j'utilise le mieux parce que je pense que les enfants ont la vérité. Et je vais te dire, mon père croit que je ne sais pas qu'il est comme moi, il va encore à l'école, je connais sa maîtresse et il connaît la mienne, tu vois. Maintenant, si un enfant l'écoute, l'enfant perçoit à son niveau, l'adulte perçoit à son niveau et chacun peut faire la synthèse quand il peut, tu vois. Donc j'ai toujours ce souci-là, ça fait que dans mon expression de tous les jours, de manière consciente ou inconsciente, je signe en fait. Oui. 2 questions. La première, elle est pédagogique. Oui. Comment est-ce que tu arrives à concevoir au plan pédagogique cette façon de faire qui réunit en même temps le langage parlé, le langage des signes? Comment est-ce que le public par exemple, a réagi quand il t'en veut faire cette prestation? Assez bien. J'ai eu plutôt une bonne réaction, je ne vais pas le cacher. Le public a réagi de manière... Bon, quel public? Le public européen, qui est le plus facile parce que quand on est un peu exotisé, donc quand on jouit de l'égrégore un peu stupide, de l'exotique, tu vois, on est facilement ancré dans certaines choses. Donc oui, c'est un petit noir qui fait des choses, c'est toujours intéressant, tu vois. Après, sauf que moi j'ai un message plus profond derrière parce que mon message n'est pas que le public, mon but n'est pas que le public devant moi, tu vois, réagisse positivement, négativement, même des fois ça peut être bien. Mais c'est par exemple que quelqu'un comme toi qui n'est pas là tombe dessus et se pose des questions. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est plus intéressant pour moi. D'accord. Moi j'ai reçu ici un autre slammer, un médecin, Proverbe. Et je lui avais raconté une anecdote, c'était une petite blague, où je lui disais que lors de la dédicace d'un de mes livres, on a invité un slammer que tu as d'ailleurs formé, Mara. Tu le connais, Mara? Ou alors, je n'assume pas l'expression formée, tu vois. D'accord. Bon, il y a un slammer que tu connais bien, Mara, qui est venu faire l'intermède, je crois que c'est ça l'expression, à mon spectacle. Et justement, la dame qui présentait a dit, vous voyez comment il a transformé un art si cartiésard. Et donc, après la dédicace, Mara s'est fâchée, estimant qu'on a traité son art de cartiésard. C'est quand même Mara. Et donc, je voulais te demander à toi finalement, et Proverbe justement répondait, pour terminer, Proverbe justement disait que non, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a quand même un volet très thérapeutique, même en termes au plan de la santé, qu'on peut retrouver derrière le slam, dans la capacité à permettre à l'autre de parler, l'expression, c'est-à-dire ça permet finalement à... Pour que je ne m'égare pas pour le sens de cette question-là, il y a un truc, déjà c'est que on passe 24 heures de le peu d'heures pendant lesquelles on est éveillé, dans les 24 qui nous sont destinés, on les passe en général à s'inventer des concepts pour rendre notre ignorance un peu plus supportable. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça fait que quand on n'est pas instruit sur un truc, il y a des gens qui se sont arrogés
un petit savoir et qui sont en sécurité dans ça. L'art cartésar, oui, si un jeune homme habite les quartiers, c'est un quartier, tu vois. Et le slam a eu ce problème-là, pas seulement au Cameroun, mais je l'ai plus ressenti au Cameroun au départ, c'est que il y a des gens qui faisaient de la poésie, issus de la poésie classique et ce qui viennent après, qui avaient du mal à comprendre qu'une forme de poésie, une forme d'expression aussi libre puisse être considérée comme de la poésie. Je me suis heurté, j'ai écrit un texte là-dessus. Bon, je pense que j'ai donné trop d'importance à cette petite ignorante originaire de l'Union européenne à écrire un texte par rapport à une connerie qu'elle avait sortie. Mais ça pourra quand même, parce que le texte disait « Suis-je donc un poète ?» On était à la ronde des poètes dont à l'époque j'étais le seul jeune membre et on préparait un festival de poésie. Le président Jean-Claude Arono, qui est enseignant de français, avait émis l'idée qu'il y ait du slam là-dedans. Et tu as donc la jeune sponsor, qui est une des sponsors québécoises, qui je sais plus trop, qui dit ouais, on peut pas mettre un truc comme ça, s'exprimer n'importe comment et tout, sans avoir écouté. Et qui après écoute est littéralement à genoux. Tu vois, ça dit que pour ma prestation, je prépare un texte issu de cette altercation-là, tu vois. Et pour dire qu'en fait, les gens en général sont facilement offusqués parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'une femme te dise, ouais, un art aussi cartésar, tu vois, mais les plus grandes œuvres artistiques de ce monde ont été créées par des gens issus de milieux défavorisés, excuse-moi. Tu vois, les Beethoven, les Mozart, quand on rentre dans l'époque du classicisme, c'était des gens qu'on appelait comme des zouaves et que l'histoire a transformé en rois. C'était pas des gens issus de classes aisées, Corneille, Candide, machin, c'était pas des gens aisés. C'est des gens qu'on appelait pour distraire la classe ignorante, très aisée de l'époque, tu vois. Donc moi, être traité cartésar, je le prendrais comme un compliment, tu vois. D'accord. Tu t'exprimes très bien, on y voit beaucoup de matière et de vécu. J'ai envie de te poser une question qui n'est pas directement liée à tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses du système camerounais? Est-ce que tu penses, à rebours-poil, que l'éducation camerounaise t'a façonné? Ou tout au moins, en quoi est-ce que l'éducation camerounaise a par exemple permis que tu sois le stone que tu es aujourd'hui? L'éducation camerounaise m'a donné l'occasion de voir des contre-vérités. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le stone que tu as devant toi, c'est un mélange de beaucoup de tribus, tu vois, qui a eu ce qu'on appelle, qui a eu la bénédiction d'avoir l'éducation du village, d'être initié chez lui, tu vois, et d'aller à l'école. Je te prends un exemple, moi mon grand-père m'a mené à l'école. Quand je rentrais avec un de mes aînés, on débattait plus sur les cours d'histoire. Et il me disait ça, tu vas dire ça pour passer, pour avoir de bonnes notes, mais ça c'est faux. Tu vois. Donc j'ai eu la chance d'être confronté aux contre-vérités de manière perpétuelle. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation, les acteurs de l'éducation en général, et comme beaucoup d'autres, commettent l'erreur de penser qu'il n'y a que le système éducatif qui éduque. Tu vois. Donc oui, le système éducatif de l'école, du blanc, tu vois, et quand tu opposes à ça Sikolo Douma, tu vois, par quoi je passe, il y a des points où on se rejoint. Sikolo Douma, pour que tout le monde puisse comprendre. Sikolo Douma, c'est l'école de la gloire. L'école de la gloire, tu vois, c'est l'école traditionnelle, c'est l'école du village, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai eu la chance d'alterner les deux en grandissant sans donner forcément un nom à quelque chose. Ça fait que moi j'ai été l'élève qui était en désaccord avec ses profs d'histoire, avec ses profs de philo, tu vois un peu. Et l'histoire, le temps m'a donné raison. Maintenant ce que j'en pense c'est qu'il est fait de beau. Le système éducatif camerounais a trop de manquements. Tu vois, et il obéit à un programme quelque peu abrutissant quelque part. Parce que voilà, on a quand même 81 mois de cours d'histoire du cours -1 jusqu'en terminale, et sur les 81 mois de cours d'histoire, on a à peine 6 mois sur le Cameroun. Ça revient en EC, ça revient en géographie. Ça forme des Camerounais qui ne connaissent pas le Cameroun, tu vois, qui n'ont aucune idée des énergies qui entourent le Cameroun. Parce que bon, on a un prof d'histoire qui a appris le peu qu'il a à l'UNS, qui retransmet ça, et ce n'est pas actualisé parce que voilà, on attend toujours du système qui ouvre les portes. Ça fait que oui, il y a encore heureux, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir des enseignants d'histoire qui nous disaient eux-mêmes que gars, écrivez cette partie pour passer le bac.
Mais moi, je suis fils de maquisard et ça s'est pas passé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, Stone, aujourd'hui, c'est une licence, c'est un master ou c'est un doctorat? Stone est chef du département africain au musée anthropologique ethnologique de Stuttgart, consultant au département des cultures Fang à l'université de Freiburg. Je te laisse situer. J'y arrive pas, bon, je suis à partir du master. Disons que mon master a quand même plus de 10 ans. Je suis, ok, c'est forcément un doctorat. C'est forcément un doctorat. Alors, moi, j'aime toujours terminer mes émissions par des notes colorées. Et je ne peux pas avoir sur mon plateau un slammer. Je sais que le slam, c'est un métier. Et bien entendu, pour que tu puisses déclamer, bien entendu, ça vaut de l'argent. Comme je parle de Mara, excuse-moi de t'interrompre, mais les conditions je vais te dire une chose, le soleil ne vient pas aux gens, tu vois. Donc c'est les gens qui vont au soleil. Oui. Je me comprends. Donc quand tu parles les gens vont à l'école, même si l'école est partout, elle ne va pas vers les gens. Tu vois. Tu as déjà écouté Stone. Oui. Mais aujourd'hui, je ne fais plus. Il y a une raison particulière pour laquelle je ne fais pas de scène. J'en fais presque plus, sauf celle que je choisis. Et j'invite des gens que j'estime avoir les outils qu'il faut pour écouter ce que je fais. Oui. Tu vois. C'est parce que mon art a une portée spirituelle. Oui. Tu vois, j'obéis à un certain type de portail énergétique qui fait que je trie minutieusement qui m'écoute. Les slammers avec qui j'estime qu'il faut mériter écouter Stone. Ouais. Tu vois. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'argent, machin. Ouais. Donc on va peut-être se faire un texte en off, mais c'est un truc que tu vas publier. Tu vois, et je ne veux pas manquer de respect. Peut-être qu'il y a des gens qui méritent de m'écouter, qui seront là-bas, mais je trouve que ça donne aussi la chance à ce que mon message arrive où j'aimerais pas. Ok, je comprends. Donc tu ne veux pas faire déclamer un texte là, comme ça en direct, et peut-être qu'en off, tu pourrais nous... Volontiers. Nous offrir ce plaisir de t'écouter. Comme nous allons respecter ce choix que tu as émis. Qui, ma foi, je pense que voilà, c'est le tien. Il y a beaucoup d'arguments que tu as mis en avant. Le principal, c'est l'art oratoire est un don. Il y a ceux qui sont doués. Oui. Et la nature Eyo, s'il faut parler comme les Ekam. Eyo, quand on sort de tout ce qui est de la Kingo, c'est on tombe vers Yeman, met en nous des énergies qui font que on a une mission particulière. C'est-à-dire que je ne monte plus sur scène pour divertir les gens, je fais de l'installation aussi. C'est pour ça que je fais plus de scène, où je mets mon art par lui-même en scène, à des endroits précis où on peut l'écouter. Maintenant, le divertissement et tout ça, c'est d'accord. Stone a des livres en préparation, des spectacles. Oui, je suis en train d'écrire la Symphonie des égaux. Je viens actuellement, qui est un recueil de nouvelles inspirées de faits réels. Je viens de terminer le tambour de la princesse Bamon qui, si le soleil et la lune sont d'accord, pourrait être disponible en décembre. Voilà, nous serons fiers de te recevoir ici pour... Et parallèlement à ça, j'écris un film aussi. Ah, d'accord. Ok. Avant de conclure, j'ai une question qui m'est passée par la tête que j'ai tout à l'heure. Tu as dit que l'art oratoire, c'est un don. Est-ce que finalement, c'est pas possible aux élèves? Parce qu'on voit quand même les élèves aujourd'hui qui sont anxieux, qui sont timides, qui n'arrivent pas à parler devant les gens. Voilà. Pour un entretien, ils n'arrivent même pas à parler. Est-ce que tu penses finalement que c'est pas quelque chose qu'il faut enseigner, aux gens, l'art oratoire? Avant le slam, nous sommes quand même à majorité des écans. C'est-à-dire, il y a la prise, c'est là où le village intervient. On parle quand on a des choses à dire, tu vois. Et il y a l'identification de soi qui est très importante parce qu'à un moment, tu dois parler devant les gens de quoi tu parles, de qui tu parles. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il y a beaucoup de gens qui arrivent à des niveaux intellectuels très élevés, sans jamais s'identifier eux-mêmes. Tu vois, sans jamais vraiment savoir de qui ils parlent, quand ils parlent d'eux, ils sont juste un nom,
un prénom occidental et un matricule. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À ce moment, de quoi tu parles et de qui tu parles. Mais moi, par exemple, dans le cadre des ateliers, j'ai toujours trouvé une parade pour induire ça. Je fonctionne beaucoup par induction, ça stimule mieux. Et je pense que oui, le slam se pose en tant que réponse, tu vois, dans le cadre de la prise de parole en public, dans le cadre de la gestion de l'attention publique, tu vois. Il y a des mécanismes dans un atelier de slam qui permettent de pallier à ce truc-là. Ouais. Et maintenant, même sur une portée éducative, Oui. tu vois, si on sort du contexte, quand on sort du contexte de l'art pour l'art, moi dans les ateliers, c'est pour ça que je n'aime pas dire que j'ai formé des slammeurs, parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient déjà doués, Oui. et je les ai plutôt orientés vers un truc qu'ils avaient en eux. Oui. C'est pour, si j'avais formé des slammeurs, j'aurais toute une pléthore de slammeurs qui slament avec ma voix, mon accent. Donc il y en a forcément qui ont ce truc-là, mais tu as des gens proverbes, slam comme lui-même, RN slam comme lui-même, Mara slam comme personne, c'est-à-dire comme lui, l'idole slam comme elle-même, Faithful et tout le reste. Donc tous ont chacun leur voix. J'ai juste eu la chance que la nature m'utilise à un moment pour orienter un groupe de jeunes vers eux-mêmes. Oui. Parce que je disais toujours aux gars, par exemple, slammer comme vous parlez. Tu vois, c'est pas fait comme moi, mais c'est fait comme vous-même. Donc, dans ce sens-là, c'est pour ça que j'aime pas dire que j'ai formé des gens. Tu vois. Oui, je vois. Je comprends. J'aime beaucoup la réponse donnée par rapport à l'éducation, à la typologie d'éducation que tu as eue, qui était une éducation à la maison, c'est-à-dire avec ton père qui te... Tu as appelé, tu as donné une expression. Avec un grand-père. Voilà, avec un grand-père. Tu as donné une expression d'ailleurs qui était une expression qui était propre à cette éducation-là, une éducation, disons, occidentale. Donc, tu as eu cette chance-là. Et pour toi aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas cette chance d'avoir cette double forme d'éducation, qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire? Quel est le conseil que tu pourrais donner? Ça rentre quand j'ai dit que des fois on se crée des concepts pour rendre notre ignorance un peu plus supportable. Tu vois, on le fait tous à un moment donné ou à un autre. Déjà, il y a une différence. Il ne faudrait pas unilatéraliser l'éducation parce que quand on parle d'éducation, on voit forcément le fait de s'asseoir à l'école avec quelqu'un qui tient la craie et les bancs. Oui. Tu vois. Mais on oublie que le jeune qui est à Minkan, tu vois un peu, qui est en train d'apprendre à transformer le manioc et faire autre chose, et autrui en train de suivre une éducation. Donc il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux autres, aux uns, que parce qu'ils ne sont pas dans le même canal que d'autres, ils ne sont pas éduqués. L'éducation, en fait, c'est une agglomération d'instructions, de systèmes où tu reçois des instructions. Maintenant, dans ça, il y a le système scolaire. Mais il ne faut pas faire... C'est comme dire à quelqu'un qui maîtrise... je viens de passer pour une thèse que je faisais 3 mois au Ghana. Premier truc qui m'a marqué, c'est le premier pays d'Afrique où j'ai vu des jeunes de 20 ans parler pendant 2 heures de leur histoire. Maintenant, ils parlent en leur langue. Tu vois, et tu n'es pas considéré comme illettré parce que tu ne parles pas l'anglais. Chez nous, on est encore au niveau où on n'est pas éduqué parce qu'on parle mal français alors qu'on comprend bien les tones, les wondo, le bassa, le fang, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait que à la fin, ce qu'on considère comme éducatif, officiellement, c'est tout ce qui n'est pas nous-mêmes. Et le processus de créolisation, tu parlais du camp franglais tout à l'heure comme étant une forme de créolisation. Le processus de créolisation aujourd'hui au Cameroun, on se rend compte que dans l'éducation formelle, le camp franglais est, disons, rejeté. C'est-à-dire que je ne sais pas. C'est parce que les Africains, les Camerounais en particulier, tiennent plus aux Français que les Français eux-mêmes. Parce que la France subit la créolisation. Aujourd'hui, on parle en termes de wesh, de wallah, qui sont des mots arabes. Quand tu vas dans des banlieues, tu vois, le français, il a changé très peu de... Ils sont dépassés parce que la créolisation, c'est un phénomène auquel tu ne peux pas résister. C'est le phénomène qui naît de la frustration communicative entre deux groupes d'obédience linguistique qui ne sont pas liés. Par exemple, le pidgin, le créole en lui-même, le créole haïtien naît des Africains qu'on a déportés, qui devaient parler avec les Français, avec les Français, les maîtres, et il fallait qu'ils trouvent un. Donc forcément, il y a une nouvelle langue qui se crée de la mixture des 3 autres. Au Cameroun aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, je te donne des indices précis d'évolution du créole. Moi, plus petit, génération fin 80-90, on parlait de la wa.
Après, c'est devenu la gonzesse. Après, c'est devenu l'anguille. Après, c'est devenu jusqu'à ce qu'on arrive au plus petit félin. Tu vois. Et il y a des mots, il y a des expressions. On disait, j'ai tanné, il m'a formé pour dire qu'il m'a volé. Tu vois. Il y a des expressions dans l'argot, qu'il faut l'appeler ainsi. Il y a des expressions dans l'argot qui naissent. Aujourd'hui, on dit j'ai son chiffre, on dit j'ai mis les organes, ça évolue. Tu vois ce que je veux dire? Le monde, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est une spé qu'on tient, comme la pierre de nacre, même la pierre de nacre, à un moment, elle explose. Tu vois? Ça, c'est quelque chose de très important que tu penses, enfin, qu'il faut enseigner aux gens. Je te le dis parce que j'ai un enseignant d'université au département de communication qui est en train de travailler sur quelque chose. En fait, il étudie il fait la publicité, il étudie les différents langages que les organisations internationales utilisent pour faire la publicité. Et il prenait donc le cas d'Orange, où, comme ils font beaucoup de publicité sur le foot, Ndamba, machin, et il essayait de chercher les origines de ces expressions-là. Et il s'est rendu compte que lui-même déjà, étant déjà docteur, il n'arrivait pas à comprendre le sens même de ces expressions, et que parfois même le commun des personnes n'arrivait pas à savoir ces évolutions-là sont dues à quoi. Parfois, c'est des mélanges de langues locales. On n'arrive pas à comprendre lorsque le créole en lui-même est déjà formé. On n'arrive pas à voir qu'il y a les langues parfois nationales qui ont été insufflées à l'intérieur, ainsi de suite. Je pense que c'est des choses qu'il faudra pouvoir apprendre. Ça se voit chaque jour. Le camfranglais qu'on parle à Yaoundé n'est pas le même qu'on parle à Douala. Oui, ça aussi je l'ai découvert. Le pidgin qu'on parle à Douala, on est proche du pidgin du sud-ouest. On a le croc qui est une forme de pidgin que la Piro de Mbanga, pour ceux qui connaissent parler, qui est vers le Mungo. Et après on est francophone, donc forcément on va pas dire la school, comme on dit ici, on va dire il a lewa. Tu vois ce que je veux dire? Il est dans son londo, il y a des mots de Sawa qui interviennent. À Yaoundé, il y a des mots de Betty qui vont intervenir. Il y a des mots comme de Yambassa, comme par exemple Pala qui vient par exemple du mot Gepala, qui veut dire le mauvais esprit, la tétutesse chez les Mbamois, et après qui devient Pala quand on dit que tu es perdu. Et on intègre ça dans le pidgin, on dit la Pamla. Parce que dans la langue, donc il y a des influences en fait qui viennent d'horizons divers. Et une fois de plus, on ne s'en rend pas compte quand on ne vit pas, quand on n'est pas au fait de son environnement, quand on n'est pas au courant des forces qui régissent l'environnement dans lequel on se situe. Tu es très spirituel. Je suis vivant, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce que tu dis, c'est très profond. C'est des mots que l'on met dessus. Oui, j'organiserai peut-être avec toi, si tu es encore là, si tu es encore au Cameroun, une émission, on abordera les questions de spiritualité. Je ne viendrai pas. Tu ne voudrais pas aborder ces questions? Parce qu'il y a des questions, on ne parle pas de tout n'importe où. D'accord. Tu vois, donc ce n'est pas tout le monde, comme j'ai dit, qui doit avoir accès à un certain type de communication. Donc je ne viendrai pas. Donc aujourd'hui, tu es capable de déceler de déceler à qui tu peux transmettre ce que tu as appris. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de déceler des personnes à qui tu peux transmettre ce que tu as appris? Tu sais, on est un pays fin, tu vois, et instrument majeur, le mvet et ses chambres qui définissent la ligne de tout fan qui se connaît, et le songo qui reflète le côté stratège des fans. Et dans les piliers du songo, on dit toujours un pion isolé en danger. Le deuxième pilier, c'est qu'on peut contrôler l'évolution et que la force se définit par le nombre de chambres occupées. Tu vois ce que je veux dire? Ça part déjà de là. Il n'y a pas de miracle au-dessus de ça en fait. D'accord. Merci beaucoup. Cet entretien est très enrichissant. J'avoue que j'ai beaucoup appris parce que le slam n'est pas nécessairement un art que je pratique. Je suis sûr aussi que les spectateurs qui nous écoutent ont beaucoup appris. Est-ce que tu peux, avant que nous arrêtions cette émission, donner un mot de fin pour nos spectateurs? Si je peux dire un truc aux gens, c'est de vivre. Oui. C'est d'être en vie, c'est-à-dire que être au fait de se toucher, c'est-à-dire que
être en alerte par rapport à soi-même, être au courant de soi-même, être connecté à soi-même, parce que on vit dans un monde où tous les messages essayent de te faire devenir quelque chose, et très peu de choses te permettent de te retrouver toi. Donc, faut se retrouver soi-même, faut vivre, c'est tout.